Cybersécurité au Togo, protéger nos données, garantir notre avenir numérique. Voilà la thématique qui nous rassemble encore dans ce salon des réalités. Nouveau numéro et pour en parler, quoi de mieux que de recevoir l'Agence nationale de la cybersécurité représentée ici même en la personne de son directeur, M. Bota Gwaliba. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'inviter. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, d'entrée de jeu, présentez-vous pour nos fidèles téléspectateurs. Je suis le commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Merci bien. Alors, nous parlons de cybersécurité, nous parlons d'Agence nationale de la cybersécurité. Pouvez-vous présenter brièvement l'agence? Alors, l'Agence nationale de la cybersécurité, donc en abrégé ANSSI, c'est une autorité nationale qui a pour mission de protéger les systèmes d'information à l'intérieur du pays. Voilà. Un peu le cyberespace. Donc l'ensemble des systèmes d'information, des données qui sont connectés à Internet et qui sont susceptibles aujourd'hui par des moyens de hacking, de subir des cyberattaques. Donc l'ANSSI a pour mission de protéger tous ces actifs informationnels qui sont aujourd'hui très importants dans le bon fonctionnement des administrations, des entreprises ou même de tout le pays. Alors, pourquoi la cybersécurité se veut un enjeu assez crucial au Togo? Alors, la cybersécurité, ce n'est pas uniquement au Togo que c'est un enjeu, hein, c'est aujourd'hui un enjeu mondial. Comme vous savez, le monde est rentré depuis quelques dizaines d'années dans une ère de digitalisation assez accélérée. Et donc, la plupart des process de production, de transformation, de commercialisation des produits et des services, de diffusion, d'échange, passent aujourd'hui par des outils numériques, d'accord? Donc, notamment par des systèmes informatisés. Et ces informatisés étant connectés à Internet, sont susceptibles d'être altérés à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment le cyber. Donc, vous êtes par exemple une chaîne de télévision, vous êtes une banque, vous êtes une administration, vos outils informatiques peuvent être altérés et vous empêcher de bien fonctionner. Et donc, il est important de mettre en place tout un ensemble de mesures. Ça peut être des mesures techniques, donc acheter des outils techniques, des firewalls, des antivirus. Ça peut être des mesures organisationnelles, définir par exemple les procédures de cybersécurité de l'entreprise ou de l'organisation. Ça peut être des mesures juridiques, voilà, définir qui fait quoi, qui a droit à quoi, qui a accès à quoi, afin de faire en sorte que vos actifs informationnels, vos données, puissent préserver leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité. Et donc, c'est toutes les administrations, toutes les organisations à travers le monde qui sont aujourd'hui obligées d'implémenter ces mesures. Et donc, au niveau du Togo, le Togo n'est pas en reste. Tout un cadre a été mis en place dans le cadre légal et réglementaire et le cadre opérationnel qui est donc chapeauté par l'Agence nationale de la cybersécurité. Ce n'est plus une question de grandes administrations même ou de grandes entreprises. Aujourd'hui, même le citoyen lambda est concerné par ces questions de cybersécurité parce que vous et moi, comme la plupart des Togolais, nous vivons et consommons Internet au fil des jours via nos réseaux sociaux, via nos smartphones. Aujourd'hui, vous avez par exemple au Togo le développement du commerce en ligne, qui est une très bonne chose, la dématérialisation des procédures administratives, qui permet aujourd'hui vraiment de rapprocher les citoyens de l'administration. Et donc, avec cette digitalisation des procédures, des process, des méthodes, il est important d'implémenter les mesures de cybersécurité. Ça devient vraiment un enjeu de survie. Merci bien, commandant. Alors, quelles sont aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur les citoyens et également sur les entreprises ou les institutions togolaises? Alors, de façon générale, nous classons les menaces dans le domaine cyber en 6 grandes catégories. D'accord? Vous avez, en prenant les menaces qui ciblent beaucoup plus les États, vous avez tout ce qui est du domaine du hacktivisme. Donc, c'est des groupes de cybercriminels qui, pour des raisons idéologiques, attaquent des sites institutionnels, des sites gouvernementaux pour pouvoir faire passer leur message. Un pays comme le Sénégal, au temps fort de la crise, je pense en 2023 ou 2024, avait subi cette attaque où les sites du gouvernement avaient été hackés et après il y avait donc des messages de revendication. Après, vous avez tout ce qui est de la cybercriminalité. Donc, à l'intérieur, eux, ils sont mus vraiment par des besoins financiers. Vous avez tout ce qui est lié à la fraude, à l'usurpation d'identité, à l'escroquerie, au phishing et les différents types d'attaques, bon, la ransomware. Oui.
un pays de la sous-région, je ne vais pas donner son nom actuellement, l'administration fiscale de ce pays est complètement hackée. Les cybercriminels ont réussi à prendre le contrôle du système d'information de cette administration fiscale et ils réclament une rançon de 15 millions d'euros, l'équivalent de 10 millions d'euros, dans l'équivalent de 6,5 milliards de francs CFA. Donc cette administration ne peut plus recouvrer les recettes et donc ça devient vraiment un problème. Après, vous avez tout ce qui est du cyberespionnage. Aujourd'hui, des entreprises s'espionnent. Vous avez ici une entreprise que vous avez un secret industriel, elle va tenter à pénétrer votre système d'information pour voir si elle peut copier peut-être des brevets, des inventions. Voilà, ça aussi c'est un type de cybermenace. Alors vous avez tout ce qui est cyberguerre. Aujourd'hui, vous avez entre l'Ukraine et la Russie, c'est une véritable guerre cyber. D'abord, il y a la guerre physique qui se déroule sur les théâtres d'opérations physiques et il y a la guerre qui se déroule sur le plan cyber. C'est-à-dire, les deux belligérants cherchent à s'attaquer mutuellement, à détruire les systèmes d'information critiques pour pouvoir les affaiblir. Donc voilà quelques-unes des menaces. Et donc il y en a toute une panoplie. Et donc ce que nous disons vraiment, c'est que les gens prennent la mesure des enjeux et qu'ils puissent implémenter les mesures de bonnes pratiques de cybersécurité que nous implémentons à travers tous nos canaux de diffusion. Alors, parlons maintenant de nos réalités locales. L'arnaque sur mobile money, les faux profils sur les réseaux sociaux, mais également les escroqueries en ligne. Alors, comment est-ce que l'ANSSI arrive à lutter contre ces fléaux-là? Évidemment, donc nous avons démarré nos activités en 2021. Vraiment, c'est tout un processus d'opérationnalisation qui a été mis en place. Et concomitamment, nous avons commencé à énormément communiquer. En cybersécurité, nous disons que le problème se situe entre le clavier et la chaise. Entre le clavier et la chaise se trouve l'individu. Et l'être humain est au cœur de la chaîne de cybersécurité. Et c'est le maillon le plus faible de cette chaîne. Les outils aujourd'hui, les outils informatiques, quand je parle d'outils, excusez-moi, c'est un terme assez technique. Concrètement, je parle des serveurs, je parle des routeurs, je parle par exemple de vos caméras, je parle de vos outils techniques par exemple ici, ce qu'on appelle les outils. Aujourd'hui, dans leur conception, les mesures de cybersécurité, les mesures de protection sont implémentées. Les producteurs, les éditeurs de ces solutions et de ces outils prennent la mesure et ils intègrent des outils de protection, etc. Mais là où il y a le hic, c'est que ce sont les utilisateurs qui, parfois par négligence, par méconnaissance de l'utilisation de ces outils ou par un manque d'information, n'implémentent pas ces mesures de protection et c'est eux qui ouvrent des failles, c'est eux qui mettent en place des vulnérabilités qui permettent à des hackers de pouvoir s'introduire dans des systèmes d'information ou dans des réseaux informatiques pour pouvoir altérer ces données ou bien les bloquer. Et donc nous mettons l'accent sur la sensibilisation et la communication. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Voilà, et je vous remercie, je me remercie vraiment les responsables de votre chaîne de nous avoir offert cette opportunité de parler. Effectivement, en dehors de la sensibilisation, il y a des outils qui ont été mis en place. Nous avons ce qu'on appelle le centre d'alerte et de réponse aux incidents informatiques qui est opéré par le bras technique de l'ANSSI qui s'appelle Cyberdéfense Africa. Cyberdéfense Africa, c'est une société d'État que l'État a mis en place et qui opère ces outils technologiques qui permettent aujourd'hui d'avoir une réponse opérationnelle lorsque nous faisons face à ces incidents de cybersécurité. Et donc, la première mesure, que les gens aillent sur le site de l'ANSSI, sur le site du CERT, qu'ils lisent tout ce que nous avons publié comme bonne pratique. Nous avons ce qu'on appelle les 10 commandements de la cybersécurité. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'invite les gens à aller sur nos canaux pour les lire. C'est des mesures simples à mettre en place. D'accord? Être extrêmement vigilant. Ce n'est pas n'importe quel lien qu'on vous envoie qu'il faut cliquer. Il faut avoir des mots de passe robustes. C'est très très important. Lorsque vous avez un réseau informatique, que vous puissiez attribuer des comptes à des administrateurs de façon bien spécialisée, avec des mots de passe robustes que vous devez changer régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de casser les mots de passe. Si vous avez des mots de passe comme 1, 2, 3 ou AZERTY, mais c'est... Étant donné que les gens savent que c'est ce que les gens font, oui. Les cyberattaquants, ils savent que les gens, par paresse intellectuelle, mettent ces petits mots de passe pour ne pas les oublier. Et ils tentent. Je prends votre réseau informatique, je mets 1, 2, 3. Et je fais entrer, je vais voir si ça va passer. Et si par mégarde, quelqu'un a laissé ce mot de passe, j'ai accès à votre compte. Les comptes mail, c'est important d'avoir les authentifications à double facteur, ce qu'on appelle les 2FA, d'accord, pour pouvoir s'assurer que c'est la bonne personne qui se connecte.
D'accord, ce sont des politiques qu'il faut mettre en place au niveau des organisations que nous demandons. Et donc, quand vous allez sur le site de l'ANSSI, vous avez toute une panoplie de mesures que nous avons éditées. Ça nous a pris du travail, c'est un travail intellectuel. Et concernant les administrations et les grandes entreprises, nous avons ce qu'on appelle les règles nationales de cybersécurité. C'est un ensemble de 220 points de contrôle partant de la gouvernance du système d'information de l'organisation, en passant par les mesures de protection, les mesures de défense et les mesures de résilience. Si une organisation implémente ces règles de cybersécurité, je vous assure qu'elle réduit de façon drastique son risque de subir une cyberattaque. Même si on sait que le risque zéro n'existe pas, elle va le réduire de façon drastique et elle peut le gérer, elle peut gérer ce risque. Parlons justement des attaques. Quelles sont les différentes attaques les plus récurrentes dont font face peut-être les Togolais actuellement? Bon, alors, les Togolais, le Togo, à l'instar de tous les États du monde, subissent quasiment tous les mêmes types de cyberattaques. Concernant les organisations, je spécifie vraiment en tout ce qui est entreprise, administration, où là on parle des réseaux informatiques, de tout ce qui est grand public, où là on parle plutôt des comptes, les comptes Facebook, Instagram, oui. WhatsApp, TikTok, etc. Parlant des organisations, elles subissent les types d'attaques comme les rançons logiciels, c'est-à-dire qu'un cyberattaquant arrive à prendre le contrôle de votre système d'information, il va crypter l'ensemble de vos données, vos fichiers, tout ce que vous avez. Imaginez, c'est une banque. Tout le core banking va être crypté. Vous ne pouvez même pas savoir qui possède quoi, quel compte a quel solde, etc. Et ils vont vous demander une rançon. Ils vous envoient une note, ils vous disent, nous sommes tel groupe de hackers, nous avons réussi à prendre le contrôle de votre banque, nous avons crypté vos données. Si vous voulez les récupérer, il faut payer telle rançon. Et nous vous donnons la clé qui vous permet de décrypter. Et généralement, même vous pouvez payer, mais ils ne vont pas vous donner la clé. Et donc, nous déconseillons même aux gens qui sont victimes des rançons logicielles de payer les rançons. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui l'attaque vraiment qui fait le plus mal, parce que vous êtes complètement bloqué. Et souvent, les gens, par peur, par panique de perdre vraiment des bases de données qu'ils ont mis des années à développer, ont cette tendance à payer. Et en dehors des rançons logicielles, vous avez tout ce qui est les vols de données. Ils prennent vos données et ils les vendent sur le dark web. Vous avez tout ce qui est les usurpations d'identité. Voilà, on va usurper l'identité du directeur général, ou bien celui qui fait, ici c'est dans une banque, celui qui approuve tout ce qui est transactions financières, on va prendre le contrôle de son mail et se faire passer pour cet individu et donner des faux ordres de virement aux spécialistes. Donc ça c'est la partie organisation. Concernant maintenant les citoyens lambda, c'est tout ce qu'il y a comme vous avez les escroqueries, les gens vous appellent, votre enfant est malade, il est au CHU, envoyez l'argent, etc. Ce qu'on appelle les arnaques téléphoniques. En gros, 90% au Togo, nous faisons face concernant vraiment les individus, les différentes arnaques téléphoniques. Alors, disposez-vous aujourd'hui de statistiques récentes sur peut-être l'ampleur de la cybercriminalité dans notre pays? Oui, tout à fait, parce que chaque année, nous publions un rapport annuel de la cybersécurité. Vous pouvez trouver ces rapports sur le site de l'ANSSI. Depuis 2022, 2023, 2024, nous avons publié les rapports et nous collectons les statistiques des différents services qui interviennent dans la chaîne de répression de la cybercriminalité, à savoir la police et la gendarmerie, qui nous agrègent les statistiques et nous les consolidons au niveau de l'ANSSI et nous publions. Effectivement, pardon, je prends l'exemple de l'année 2024, je pense si ma mémoire est bien fidèle, je pense qu'on parle de plusieurs centaines de millions de francs CFA qui ont été perdus à travers les cas de cybercriminalité. Dans d'autres pays, ça se chiffre à plusieurs centaines de milliards. Et à l'échelle africaine, je pense en 2023, on parlait de 4 milliards, non 4 000 milliards de dollars. C'est énorme comme somme. Et derrière, vous n'imaginez pas le préjudice moral. Il y a des gens qui se suicident. Imaginez, vous êtes une jeune femme et vous avez publié des photos peut-être intimes qui se retrouvent sur la place publique. Vous pouvez avoir vraiment une dépression et qui peut vous conduire au suicide. Et on a eu des cas de suicide ou des tentatives de suicide. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont mises en place pour pouvoir peut-être sécuriser les données des citoyens togolais? Alors, je reprends le même schéma. En termes de mesures, nous avons l'État, à travers donc, un décret qu'on appelle le décret relatif aux opérateurs de services essentiels, aux opérateurs, aux infrastructures essentielles et aux obligations y afférentes, a défini le cadre de gouvernance de la cybersécurité des infrastructures critiques du pays. C'est le cœur des missions de l'ANSSI. L'État dit ainsi, protégez-moi ce qui est vital pour le pays.
C'est-à-dire que ces administrations ou ces entreprises qui opèrent des systèmes d'information, qui permettent à l'État de fonctionner, qui permettent à l'économie de fonctionner, si ces systèmes d'information sont attaqués, nous avons des problèmes. Donc on met tout en œuvre pour faire en sorte que ces administrations, ces entreprises ne subissent pas des cyberattaques. Et donc c'est là où on a défini tout le cadre de gouvernance donc, de la protection de ces systèmes d'information. Et donc l'ANSSI a désigné un certain nombre d'administrations ou d'entreprises comme opérateurs de services essentiels, OSE, opérateurs de services essentiels, et nous leur enjoignons l'obligation d'implémenter et de mettre en œuvre les mesures de cybersécurité comme les règles nationales de cybersécurité. Et l'ANSSI fait des audits annuels. Chaque année, nous auditons de A à Z et de fond en comble leur système d'information. Nous leur sortons leur score. Et quand ils sont, par exemple, ils ont un score insuffisant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment mis en œuvre les mesures de cybersécurité, nous leur enjoignons des recommandations avec un délai où ils doivent faire ces corrections. Après, nous revenons pour contrôler, voir si ça a été fait. Et si ce n'est pas fait, il y a des sanctions qui sont prévues, que l'État nous a donné la possibilité de sanctionner, parce qu'il y va de la sécurité du pays, il y va de la survie du pays. Voilà. Donc il y a des domaines extrêmement sensibles, extrêmement stratégiques comme l'énergie, les télécommunications. Imaginez si demain, il n'y a plus d'électricité dans ce pays pendant 2 semaines, on a tous les problèmes, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les morgues, la conservation des denrées alimentaires, etc., toute la chaîne logistique. C'est extrêmement compliqué. Et ça va très vite. Hein. On a un pays comme le Costa Rica en 2023 qui a vu ses infrastructures critiques hackées, et c'était extrêmement compliqué. Il a fallu faire appel à d'autres pays pour pouvoir les aider. Et donc, ça, c'est les OSE, tout ce qui est infrastructure critique, voici les procédures, les audits, les sanctions pour rehausser leur niveau de cybersécurité. En dehors de ça, concernant maintenant le grand public, oui. Donc là, nous publions énormément les alertes. À chaque fois que nous constatons une alerte ou bien une vulnérabilité sur un outil numérique ou bien une plateforme, très vite nous publions les alertes. Et lorsque nous voyons qu'il y a une méthode d'arnaque qui est en train de faire beaucoup de victimes, très vite nous prenons cette méthode, nous la décortiquons, nous donnons les modes opératoires et nous publions pour que les gens comprennent comment ça se passe. Voilà, on dit, concernant tel type d'arnaque, quand l'arnaqueur vous appelle, voici ce qu'il vous propose, voici ce qu'il vous dit, voici ce qu'il vous demande de faire. Et donc, le jour où quelqu'un commence à vous raconter la même histoire, vous savez qu'il s'agit d'une arnaque et quelque part, ça va vous permettre d'être beaucoup plus vigilant. Alors, merci beaucoup, commandant. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs comment protéger nos données. Voici la thématique dont nous discutons aujourd'hui avec l'Agence nationale de cybercriminalité, représentée aujourd'hui par le commandant Bota Gwaliba, qui se veut le directeur donc, général de cette agence-là. Alors, commandant, comment l'ANSSI protège-t-elle aujourd'hui les infrastructures critiques, notamment dans les secteurs bancaires, énergétiques ou administratifs? Je pense qu'on en a déjà parlé. Voilà. Mais effectivement, vous savez, les cybercriminels, ils cherchent l'argent au fait. Voilà. Et où est-ce qu'il y a de l'argent? Et beaucoup plus dans les banques. Ce sont les banques qui vraiment manipulent les fonds à travers nos dépôts, les crédits, etc. Et donc, effectivement, ça fait partie des missions de l'ANSSI. Le secteur bancaire est le plus prioritaire parmi nos actions. Quand nous avons organisé même des séances de sensibilisation thématiques. On a commencé avec les banques. Voilà, parce que la façon dont on protège le système d'information d'une banque, ce n'est pas la même chose que le système d'information d'une chaîne de télévision, par exemple. Donc, on a fait beaucoup d'activités. Après, nous avons pris les hôteliers. Vous savez, les hôtels aujourd'hui manipulent énormément d'argent. Quand vous allez aujourd'hui dans un hôtel, j'étais au Maroc il y a cela 2 semaines pour une formation, vous faites les réservations en ligne, donc vous payez avec votre carte bancaire en ligne. Si cette banque n'est pas suffisamment protégée, un hacker peut prendre les coordonnées de votre carte bancaire et c'est lui qui fait les achats sur Internet à votre place. Voilà. Et puis nous laissons énormément de données personnelles lorsque nous passons dans les hôtels, parce que nous remplissons les fiches, etc. Les systèmes de vidéosurveillance, on voit nos visages, qui nous sommes, qu'est-ce que nous consommons, etc. Et donc il faut absolument que les hôtels, les opérateurs de ces établissements hôteliers qui accueillent du monde, prennent la mesure des enjeux et implémentent les mesures de cybersécurité. Parce que si moi, je veux vous cibler, je vais chercher à voir, voilà, si vous êtes, je sais que vous voyagez beaucoup, vous descendez dans les hôtels, mais je sniffe, quoi. Comme on dit chez nous, dans notre langage, je joue la musaraigne, je sniffe un peu les sites internet des hôtels, et si j'arrive à casser les codes et à y pénétrer, j'ai la liste de tous ceux qui sont passés dans cet hôtel, la liste des coordonnées de leur carte bancaire,
puisque vous devez donner peut-être votre passeport ou votre pièce d'identité pour qu'on vous enregistre. Si j'ai les données de votre carte d'identité, je connais votre groupe sanguin, j'ai beaucoup d'informations sur vous. Vous n'imaginez pas les informations que nous laissons à travers nos process quand nous voyageons ou bien nous faisons. Donc nous demandons à ces opérateurs d'implémenter les mesures de cybersécurité. Après, nous avons fait aussi tout ce qui est microfinance. Alors, nous avons, vous savez, au Togo, le secteur de la microfinance impacte un grand nombre de populations. On parle de 4 500 000 personnes qui utilisent les services de microfinance. Et donc, si ces institutions ne sont pas protégées, vous avez ces 4 500 personnes qui sont à risque de subir des préjudices liés à des cyberattaques. Et donc, voilà, donc le secteur bancaire, le secteur énergétique et d'autres secteurs qui sont définis même dans le décret OSE comme secteurs critiques sont monitorés par l'ANSSI. Et eux, ils sont prioritaires dans tout ce qui est en action de réponse à incident. Le cadre de réponse à incident de la cybersécurité au Togo, donc c'est le CERT national, le Centre d'alerte et de réponse aux incidents informatiques, qui est opéré toujours par Cyberdéfense Africa, qui fait en sorte que, quel que soit qui que vous soyez une administration, une entreprise, un ménage ou un individu, vous pouvez faire appel au CERT lorsque vous faites face à un incident de cybersécurité. Et c'est une intervention qui est gratuite. Dans d'autres pays, c'est payant. Parce que c'est des certes privés, les gens ont créé des entreprises et ils font ce qu'on appelle la réponse à incident. Ça fait partie des prestations de cybersécurité. Et donc au Togo, on a mis un CERT national. Ils sont comme des sapeurs-pompiers. Si vous avez un incident ici, vous allez les appeler, ils vont venir intervenir. Ça ne va pas vous être facturé. C'est le service public. C'est ce que l'État met en place pour protéger sa population. Parce qu'il est question de mettre en place les mesures de cybersécurité, acheter des outils. Mais quoi que vous fassiez, vous allez être attaqué. Parce que là, c'est inéluctable aujourd'hui. Voilà, la surface d'attaque, elle est là. Parce que vous fonctionnez, vous allez sur Internet, vous êtes obligé d'ouvrir certains ports pour interagir avec vos correspondants, vos prospects, vos clients. Et la menace, elle est toujours existante. Maintenant, lorsque vous êtes attaqué, comment vous faites pour vous relever? Comment vous faites pour récupérer vos données? Comment vous faites pour reprendre le cours normal de votre activité? Il faut que vous soyez assisté par des spécialistes, par des techniciens qui sont rodés à la matière, qui vont venir s'installer avec vous, avec vos équipes techniques, vos équipes de IT, et travailler sur les systèmes, sur les serveurs, voir comment ils peuvent récupérer les données. Si les données ont été cryptées, on peut trouver les clés et les décrypter. Ou bien, si vous avez fait ce qu'on appelle les mises à jour, ou bien la sauvegarde, on prend la sauvegarde qui était étanche, qui était conservée sur peut-être notre environnement, on réinitialise tout le système d'information et on réduit la sauvegarde. Voilà pourquoi dans nos sensibilisations, pour les administrations et les entreprises, nous leur demandons de faire régulièrement les sauvegardes et de tester régulièrement ces sauvegardes. Si vous êtes une banque et vous êtes attaqué, vous n'avez pas de sauvegarde, vous êtes foutu. Parce que vos bases de données, vous allez les perdre. Et si vous n'avez donc une sauvegarde au moins à H-24, au moins que si vous avez perdu les données des dernières 24 heures, bon, ça va, au moins c'est gérable. Qu'on ne dise pas que vous avez perdu les données de peut-être 20 ans pour pouvoir les reconstituer, ça devient extrêmement problématique. Alors, merci beaucoup, commandant. Est-ce que le citoyen lambda peut-il aujourd'hui compter sur des mécanismes de recours ou d'assistance en cas de cyberattaque ou de vol de données? D'accord, c'est ce que j'ai dit. Donc, vous qui êtes là, si demain, votre compte Facebook, que vous constatez une anomalie, vous sentez que quelqu'un a pris le contrôle de ce compte et c'est lui qui publie les informations à votre place, vous contactez le CERT national. Très vite, dès que vous les appelez, c'est un numéro, c'est gratuit. Si vous allez sur le site de l'ANSSI ou bien vous allez sur le site de CERT.tg, vous avez les contacts. On dit déclarer un incident, vous déclarez votre incident. Très vite, on va vous prendre en charge. S'il le faut, on va même se connecter à votre téléphone à distance. On va rentrer dedans, comprendre comment ça s'est passé et vous dire ce qu'il faut faire. Peut-être on va vous demander de réinitialiser vos noms, votre compte, les mots de passe, etc., etc. Donc, un citoyen lambda peut faire appel au CERT national. Attaquons à présent le cadre légal ou le cadre de partenariat. Quelles sont aujourd'hui les principales lois ou réglementations qui encadrent la cybersécurité et la protection des données au Togo? Alors, il faut bien séparer la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes bien d'accord. Voilà. La protection des données à caractère personnel, aujourd'hui, c'est l'instance de protection des données à caractère personnel, l'IPDCP, présidée donc par le colonel Beleï Bidibadja, voilà, que je salue au passage. Nous travaillons en synergie parce que nos missions se recoupent quelque part. Voilà. En fait, nous protégeons les systèmes d'information qui
au sein desquels transitent les données, dont les données à caractère personnel. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma. Donc forcément, nous sommes obligés de travailler ensemble. Alors, donc vous disiez, quel est le cadre légal? Voilà. D'abord, il y a la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, qui a été adoptée en 2018. Hier, le procureur de la République en a fait cas lors de son point de presse. C'est le fondement de la cybersécurité au Togo. Et donc cette loi définit le cadre légal. Comment est-ce que la cybersécurité doit être pensée en termes de loi? La cybercriminalité, on a défini les peines, les délits, voilà, les vols, l'usurpation d'identité. Les gens pensent qu'aujourd'hui, comme Internet garantit un certain anonymat, et nous savons qu'il n'y a pas d'anonymat, parce qu'il y a des outils pour retracer, savoir qui est derrière quel compte. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis caché derrière mon écran et que je suis anonyme. On ne peut pas savoir qui je suis, parce que je peux utiliser un faux nom pour créer un compte. Oui, mais il y a des outils aujourd'hui qui permettent de savoir qui réellement se cache derrière un compte. Et donc, les gens pensent que, bénéficiant de cet anonymat, entre guillemets, ils peuvent commettre des actes illicites et personne ne saura, et rien ne va se passer. Qui se trompe. C'est extrêmement dangereux. Et la loi a été très très claire. Voilà. Vous publiez les photos intimes d'une personne et vous menacez cette personne de vous donner de l'argent, sinon voilà, vous allez publier, etc. Vous êtes en train de détruire la personne parce que la personne a droit à son intimité. C'est un acte répréhensible et c'est punissable par la loi. Tout ceci a été défini dans la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place vraiment des mesures pour pouvoir accentuer la lutte contre, parce que ça commence à devenir vraiment insupportable. Voilà, les diffamations, les usurpations d'identité, les escroqueries, la sextorsion, etc. Si nous n'y prenons garde, ça risque de créer des problèmes même de cohésion au sein de la société. Alors, après ça, vous avez les différents décrets. Donc le décret créant l'ANSSI, voilà. le décret de protection des infrastructures critiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous avons ajouté maintenant un certain nombre de mesures techniques comme les règles nationales de cybersécurité, etc. etc. Alors, après, à l'instant, on a évoqué un peu le cas de l'IPDCP. Nous avons évoqué également le cas du CERT et de Cyberdéfense Africa. Est-ce que vous travaillez également en collaboration avec les forces de l'ordre, les banques, les institutions financières, pour pouvoir protéger en tant soit peu voilà. Tout à fait. En fait, c'est tout un écosystème qui est actuellement mis en place. La partie répression de la cybercriminalité est beaucoup plus du ressort justement des services de répression. Donc la police, la gendarmerie, la justice. Parce qu'eux, ils ont les habilitations en matière judiciaire, comme les officiers de police judiciaire. Nous ne pouvons pas diligenter des poursuites judiciaires. Donc comment ça se passe? Lorsqu'il y a une infraction, le CERT, l'ANSSI, Cyberdéfense Africa, ça c'est la partie technique. Nous allons faire ce qu'on appelle les investigations techniques, les investigations numériques. On a les outils, les procédures pour ça, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'ampleur des dégâts, qui est derrière, quel a été le mode opératoire. De façon technique, nous on peut tout retracer. C'est un document, c'est un rapport qu'on fait et nous transmettons cela aux forces de l'ordre qui va maintenant interpréter ce rapport du point de vue juridique. Comment est-ce, voilà, cet acte, une fois qu'on a réussi à établir le coupable, enfin, ou bien le présumé coupable, qu'on puisse maintenant le traduire devant le tribunal. Et là, la justice prend le relais, le procureur, et on le poursuit. S'il est reconnu coupable, il est condamné selon les peines qui sont prévues dans le code pénal. Donc c'est tout un écosystème qui travaille ensemble pour pouvoir lutter contre ça. Mais souvent, bon, c'est vrai que les gens nous font le reproche que c'est très lent, mais le problème c'est qu'on reçoit des dizaines, voire des centaines de plaintes par jour. Mais la police, la gendarmerie, la justice, il n'y a pas que ces dossiers, il y a d'autres dossiers. Donc voilà, et souvent, il y a les dossiers d'investigation, ça prend énormément de temps. Il faut faire appel aux telcos, donc aux opérateurs de téléphonie mobile. Bah, imaginez, c'est des assurances téléphoniques. Donc le numéro, il faut le retracer, son activité, etc. Faire tout un travail d'investigation déjà au niveau de l'opérateur, avant de le transférer au niveau de la police et de la justice. Ça prend du temps. C'est pourquoi nous disons aux gens, et souvent, souvent les cybercriminels sont aussi intelligents. Hein. Quand ils ont tapé un grand coup ici, ils vont se réfugier dans un pays voisin. Donc, pour pouvoir arriver à mettre la main sur le cybercriminel lui-même, c'est extrêmement compliqué. Donc, on arrive par des moyens, par des capacités, à la démanteler. Et vous le voyez, on les présente souvent à la DPJ, avec les routeurs, les points d'accès Wi-Fi, etc. Et nous demandons à la population de collaborer avec nous. C'est souvent par la collaboration avec la population qu'on arrive à mettre la main sur eux, et aussi de la dextérité des officiers d'enquête, les enquêteurs de la police et de la gendarmerie. Et donc, nous demandons aux gens,
au lieu qu'on se casse à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources à traquer les cybercriminels, prenons les mesures pour qu'ils ne puissent pas nous arnaquer, pour qu'ils ne puissent pas réussir leur objectif qui est donc de nous arnaquer, de nous voler de l'argent, en respectant les mesures de cybersécurité qu'ils peuvent trouver sur nos canaux. Alors, merci beaucoup. Quelle place occupe aujourd'hui la coopération internationale dans vos actions, notamment dans d'autres pays africains ou des institutions mondiales? Alors, comme vous savez, le cyberespace n'a pas de frontières. C'est là où c'est encore plus difficile. Si ce que le cyberespace était cloisonné comme nos États, il y a les frontières, avant que tu rentres, on sait qui tu es, on va vérifier tes pièces, ce serait facile. Aujourd'hui, je crois, il y a des Togolais qui vivent au Togo ici, mais qui travaillent pour des banques aux États-Unis. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, mais dans certains secteurs, vous pouvez être ici et travailler à Dubaï. Le télétravail, ça est en train de se développer parce que les outils, la connectivité est plus rapide, etc. Donc, étant donné que le cyberespace n'a pas de frontières, un cybercriminel peut être au Nigeria et attaquer une banque au Togo. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de collaborer entre nos institutions de cybersécurité des deux pays. Voilà pourquoi le Togo est à l'avant-garde de cette coopération en matière de cybersécurité. Nous sommes déjà membres de plusieurs organisations de cybersécurité, donc au niveau de l'ANSSI. Maintenant, au niveau même des structures techniques comme le CERT, il y a un regroupement mondial des CERT et c'est très intéressant. Quand vous faites partie de ce regroupement mondial des CERT, lorsqu'il y a une attaque sur un routeur Cisco à New York, très vite, cette information est diffusée à travers le monde. Et donc, nous avons l'information que le routeur Cisco de telle version a telle vulnérabilité qui est exploitée par les cybercriminels. Nous connaissons au Togo qui sont ceux qui utilisent cette version de ce routeur Cisco. Et nous allons leur envoyer l'alerte pour dire attention, faites telle correction sur tel système parce que il est vulnérable et vous pouvez être attaqué. Ça, c'est très important. Vous voyez, ça fait partie des bénéfices de la coopération. En 2022, il vous souvient que le gouvernement togolais, avec l'UNECA, donc l'Agence des Nations Unies pour l'économie en Afrique, avait organisé le sommet sur la cybersécurité. Et l'une des recommandations de ce sommet, c'était de mettre en place des synergies de coopération à travers la création d'un centre africain de coordination de recherche en cybersécurité. Le projet est très avancé aujourd'hui. Il y a un bailleur de fonds qui est prêt à nous accompagner pour opérationnaliser ce centre. C'est un centre de recherche et de coordination. Donc, il va faire de la formation, de la certification et développer des mécanismes de coopération entre les différentes structures de cybersécurité à travers le continent africain. C'est très, très important. Alors, comment aujourd'hui intégrer peut-être durablement la cybersécurité dans le système éducatif et dans la formation professionnelle au Togo? Alors, si vous lisez la stratégie nationale de cybersécurité que nous avons publiée en 2024, donc qui part de 2024 à 2028, l'axe 1 de cette stratégie parle de l'instauration d'une culture de cybersécurité et le développement des compétences techniques nationales. C'est extrêmement important que le Togo puisse renforcer ses capacités. Avant d'arriver dans votre studio, j'étais dans un hôtel où nous sommes à l'heure actuelle en train de faire des tests de sélection pour former 250 informaticiens de l'administration publique et du secteur privé. C'est une très grosse formation, des formations certifiantes. Ce sont des informaticiens qui vont accéder à des niveaux de connaissances et de compétences en cybersécurité très élevés pour nous permettre d'avoir des répondants dans les administrations lorsqu'il y a des incidents de cybersécurité, qu'on puisse travailler dans des conditions assez acceptables. Et donc, dans cet axe 1, nous voulons implémenter l'enseignement de la cybersécurité depuis le cours primaire. Nous avons fait des ateliers avec le monde de l'enseignement, donc le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, celui de l'enseignement technique. Les manuels ont été déjà édités, élaborés. Il est question dans les semaines prochaines de faire un atelier de validation et très vite les multiplier, les distribuer dans les écoles pour commencer à enseigner la cybersécurité. C'est extrêmement important qu'aujourd'hui, un enfant qui naît, parce que ces enfants vont baigner dans le monde numérique. Leur monde, c'est le monde numérique. Nous sommes nés il y a plusieurs décennies avant et le monde numérique est venu nous rattraper quand nous étions déjà adultes. Mais aujourd'hui, eux, ils naissent avec ces outils. Aujourd'hui, à la maison, les enfants baignent, on a tous le wifi à la maison, nos outils sont connectés, on leur donne les tablettes, les téléphones. Et donc, il faut déjà commencer à leur inculquer les notions de risque pour leur faire comprendre que ces outils présentent des risques et qu'il ne faut pas publier n'importe quoi, il ne faut pas avaler n'importe quoi qu'on retrouve sur Internet. Et on commence ainsi à avoir des citoyens qui sont de plus en plus alertes, de plus en plus vigilants. Et en grandissant, ils deviennent des acteurs ou bien des utilisateurs d'Internet avec une dose de vigilance qui fait que
ils seront de moins en moins attaqués ou bien susceptibles de subir des cyberattaques. Alors, en dépit des risques, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la cybersécurité se veut être un domaine assez prometteur pour la jeunesse togolaise? Bien évidemment, vous savez, étant donné que la digitalisation, même dans nos pays, elle n'est qu'au démarrage, hein, tout à terme va se digitaliser. D'ici 10 ans, je pense qu'il y aura quasiment plus de papier. Le papier va servir à quoi? Au lieu de tenir ces papiers sur une tablette qui sera interconnectés avec vos systèmes d'information, ça se passe déjà dans beaucoup d'administrations. Hein. Aujourd'hui, les outils de collaboration, les Teams, les Zoom, on fait beaucoup de réunions en ligne. Avant, il fallait se déplacer, les billets d'avion, etc. Je prends l'ATD qui a implémenté ou bien qui a mis en place la plateforme de services numériques. Aujourd'hui, la demande de passeport, de visa, de casier judiciaire, etc. Beaucoup de démarches administratives vont être digitalisées. Il est question même de digitaliser 600 services administratifs. Et donc, avec une telle dose de digitalisation, les besoins de sécurité vont exploser. Et donc, à l'échelle mondiale, on parle de 4 millions de compétences en cybersécurité qu'on ne trouve pas. On parle de 4 millions des juristes spécialisés dans le domaine, des communicateurs spécialisés dans la communication de cybersécurité. Il y en a énormément. Et donc, nous invitons les jeunes qui sont passionnés par ces métiers de la haute technologie de pouvoir aller dans ce domaine parce qu'on en aura besoin. Toute entreprise, d'ici quelques années, aura besoin d'avoir un jeune qui vient leur faire le pen testing, par exemple. Venez tester nos outils pour voir est-ce qu'il y a des failles. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, par ces outils, qu'on arrive à détecter des failles et des vulnérabilités. Ce qu'on appelle les tests de pénétration. Il va venir jouer le hacker, mais c'est un hacker éthique, un hacker positif. Il va venir rentrer sur vos ordinateurs, vos serveurs, lancer des outils pour voir comment est-ce qu'un vrai hacker pourrait procéder pour pouvoir pénétrer votre système. Et il vous donne les recommandations et ça vous permet de faire les corrections. Et donc les entreprises vont devoir en avoir et même il faudra faire les pen testing quasiment toutes les semaines parce que ça évolue à un rythme phénoménal. Et donc avec aussi l'IA qui est en train d'arriver, l'IA c'est vraiment un couteau à double tranchant. L'IA, nous utilisons beaucoup d'outils l'IA, hein, Cyberdéfense Africa utilise beaucoup d'outils pour la protection, mais les cybercriminels aussi utilisent l'IA pour comprendre mieux ou bien affiner les techniques d'attaque. Et donc, le besoin en compétences de cybersécurité va être de plus en plus grandissant. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont là-dedans, nous sommes en train de faire les efforts pour leur créer vraiment un environnement où ils vont pratiquer. Parce que, c'est vrai, les institutions de formation en cybersécurité n'ont pas les capacités, parce que ça coûte très cher de mettre en place des environnements pour pouvoir leur permettre de pratiquer. Et nous sommes en collaboration avec l'agence Togo Digital de mettre en place un data lab où ils vont venir. Ils vont avoir accès à des outils, à des logiciels, à des solutions de cybersécurité pour pouvoir s'améliorer sur le plan pratique. Alors, commandant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions de sensibilisation qui sont menées au sein de l'ANSSI? En fait, c'est le cœur de notre métier, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous faisons régulièrement des tournées à l'intérieur du pays. Nous ciblons quasiment toutes les couches de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, nos mamans qui sont dans les marchés ou bien nos compatriotes qui n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école, mais qui utilisent les outils numériques, nous sommes en train de voir comment on peut faire la traduction de nos canaux, bien de nos supports de sensibilisation dans les langues locales. Nous sommes en train de chercher justement des startups qui sont dans ces domaines de traduction pour nous permettre de faire des traductions et de faire des actions de sensibilisation. Comme je vous ai dit, étant donné que c'est l'être humain qui est au cœur de cette question de cybersécurité, il faut lui parler, il faut lui montrer qu'il baigne dans un environnement qui est risqué et que s'il n'implémente pas les bonnes pratiques, il va subir des cyberattaques et ça va être préjudiciable pour lui. Alors, quels sont les grands projets phares ou les grandes priorités de l'ANSSI dans les années à venir? Alors, c'est vraiment implémenter la stratégie nationale de cybersécurité. Et je vous ai parlé de l'enseignement, c'est un gros projet. Parce que vous imaginez le nombre d'écoliers, le nombre d'écoles qu'il y a au Togo, donner un manuel de cybersécurité à chaque enfant, à chaque élève au Togo, c'est extrêmement lourd. Ça, ce projet, on tient à le mettre en œuvre. Le projet de formation des informaticiens, nous voulons même aller encore au-delà pour en faire un véritable parcours. Quand vous êtes un informaticien au Togo, l'ANSSI va vous offrir un parcours de formation en cybersécurité tout au long de votre carrière pour que vous soyez au firmament des compétences en matière de cybersécurité. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et nous voulons aussi développer les synergies avec les structures de communication comme les médias. Et nous sommes en train d'élaborer un grand projet. Et donc, que sur vos canaux, sur vos chaînes, on puisse parler de la cybersécurité tout le temps. Et qu'au fur et à mesure, ça devienne une chanson. Et que ça incite les gens
à vraiment changer de paradigme, à être plus vigilant dans l'utilisation des outils numériques. C'est vraiment le grand projet que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup, commandant. Nous tirons pratiquement à la fin de cette émission, de cet entretien. Quels sont aujourd'hui les messages forts que vous souhaitez adresser aux citoyens togolais pour qu'ils deviennent un des acteurs responsables de leur propre sécurité numérique? Alors, vous avez très bien dit, et ça, je vous remercie, que chaque Togolais devienne acteur de sa propre sécurité. Les gens pensent que c'est l'ANSSI qui doit tout faire. L'ANSSI n'est qu'une autorité. Voilà, nous avons des outils pour accompagner. Je ne peux pas venir rentrer dans votre téléphone portable. Je ne peux pas rentrer dans votre ordinateur. Je ne peux pas aller sur vos comptes pour voir est-ce que vous êtes sécurisé. C'est à chacun de le faire. Nous élaborons les bonnes pratiques, les mesures. Parce que c'est très technique, hein. C'est beaucoup de travail technique qu'on fait pour traduire ça en langage accessible à tout le monde. Il faut que les gens aient cette culture de cybersécurité et qu'ils aillent à l'information. Nous avons l'information. Bon, on essaie de la diffuser autant que faire se peut, à travers les médias, nos campagnes, etc. Mais on ne peut pas atteindre tout le monde. Il est important que les gens aillent plutôt à l'information, qu'ils aillent chaque jour sur le site de l'ANSSI, sur le site du CERF, pour voir quels sont les terrains tendances en matière d'attaque. Quels sont les modes opératoires que les cyberattaquants utilisent. Hier, je suivais un jeune, je pense qu'il est dans le commerce en ligne, qui disait qu'aujourd'hui, ce n'est plus les appels téléphoniques pour pouvoir arnaquer les gens. Les gens envoient les liens piégés. En fait, c'est du hameçonnage. En cybersécurité, on appelle du phishing. Il t'envoie un lien que non, j'ai vu tel article, voici le lien. Bon. Et une fois que tu as cliqué sur ce lien, il prend le contrôle de ton téléphone et c'est lui qui fait les retraits Timoni à ta place, c'est lui qui fait. Vous voyez? Et donc, dire aux gens que quand quelqu'un vous envoie un lien et que vous ne connaissez pas la personne, ne même pas cliquer sur le lien. Parce que quand vous cliquez, c'est un lien piégé, c'est fini. Il prend le contrôle de votre téléphone. Et une fois que vous avez constaté que votre téléphone a été hacké, très vite, appelez le cercle national et on vous dit comment est-ce que vous pouvez réinitialiser votre téléphone et comment vous pouvez sauvegarder vos données pour ne pas les perdre. Voilà un peu ce que je peux dire aux Togolais, que chacun devienne acteur de sa propre sécurité numérique. Merci beaucoup, commandant. Comment protéger nos données? Telle était la thématique qui nous a réunis dans ce salon des réalités. Nous étions avec le commandant Bota Gwaliba, qui se veut directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité. Nous espérons que vous avez pu comprendre également à votre niveau les enjeux, les défis et les réalités liées à la cybersécurité et à la protection de données au Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le vendredi prochain. Jusque-là, portez-vous bien.